Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un essai qui s'appelle Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, chez Allard Édition, qui est un livre qui succède à un autre qui a été publié il y a un an, je crois, ou deux, mais il n'y a pas très longtemps, Génération de gueule de bois, manuel de lutte contre les réacs. Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, quel est le projet de ce livre? Notre France, l'expression est forte. Comment la définir? Quelle est cette France dont vous revendiquez, vous, aujourd'hui, le désir? Et cette France cosmopolite, ouverte, qu'elle a été et qu'elle n'est plus selon vous? Comment la définir, cette France? Je ne sais pas si elle l'est plus, elle l'est encore, mais simplement on ne la dit plus assez, on ne la formule plus assez en tant que vision du monde, on ne lui donne pas un débouché politique assez clair, mais il y a encore des millions et des millions de Français qui s'engagent sur le terrain et qui la font vivre, cette France altruiste, humaniste et cosmopolite. Dans ce livre, c'est une réponse à deux choses. D'abord, au kidnapping du débat sur l'identité française par les éléments les plus réactionnaires, les plus déclinistes, les plus repliés sur eux-mêmes du débat intellectuel français. Et ce kidnapping a été rendu possible par quelque chose qui est la deuxième chose à laquelle je réponds, qui est le silence, l'aphasie de la gauche sur la question de ce qui nous rassemble en tant que peuple. Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Que signifie être français? Quelles valeurs on porte dans cette dénomination-là? Quelle est l'histoire dont on hérite et qui peut nous permettre d'enraciner nos combats humanistes, nos combats pour les réfugiés, nos combats pour l'Europe, nos combats pour tout ce qui aujourd'hui a mauvaise presse, dans un socle commun qui est notre histoire. Et donc moi j'ai voulu replonger dans notre histoire et trouver en quoi les droits de l'homme qui sont aujourd'hui caractérisés comme étant hors sol, eh bien en réalité ont un sol qui est l'histoire de France. Les gens qui sentent confusément que la vision de la France qu'on leur propose, un pays replié sur lui-même, menacé dans son identité par le premier étranger venu, eh bien que ces gens-là sentent que cette vision ne correspond pas à leur pays. Et moi, j'ai voulu les inviter à traverser ce pays et à traverser son histoire pour voir que ce n'est pas un truc de bobo de défendre des réfugiés, ce n'est pas un truc de bobo de croire dans une démocratie européenne, c'est au contraire quelque chose qui a longtemps été le moteur de notre histoire nationale. Alors comment vous documentez ce travail, précisément, parce que vous prélevez comme ça dans l'histoire de France un certain nombre d'événements qui pour vous sont vraiment symptomatiques de finalement présent de cette tradition-là de la France. Et comment vous avez travaillé? Pour nous expliquer méthodiquement, parce que c'est quand même un sujet extrêmement vaste, sur quelle source vous vous êtes reposé, et surtout qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire-là, aussi longue et vaste soit-elle? Déjà, ça s'appelle Notre France, c'est pas la France. Ça serait complètement mégalo et idiot de prétendre résumer l'histoire de France en 300 pages, et en plus de résumer l'histoire de France à ces principes-là, à ces combats-là, à ces luttes-là, à ces rêves-là. Non, la France, c'est un pays complexe, où il y a eu des tendances extrêmement réactionnaires qui sont affrontées à des tendances progressistes, et c'est de cette lutte-là qu'a émergé notre conscience nationale. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de revisiter tous les éléments, les œuvres, les dates, connues ou méconnues, qui faisait ce récit progressiste, qui faisait cette partie progressiste de notre histoire. Et donc je me suis attaché à la fois à des événements connus que je revisite à partir de l'actualité, comme le jour de la Déclaration des droits de l'homme ou la nuit du 4 août, mais aussi à des événements beaucoup moins connus, comme par exemple en 1833, l'expulsion d'un Polonais, Joachim Lelevel, que personne ne connaissait en France, et qui est expulsé par la monarchie de Juillet pour plaire au tsar. Et la police va le chercher dans le centre de la France où il résidait pour l'amener à la frontière nord, où l'attendaient les envoyés du tsar. Et Joachim Lelevel et le cortège de police qui l'accompagne mettent plusieurs mois pour traverser le pays, parce que, notamment dans le nord de la France, les ouvriers des filatures se mettent en grève et bloquent la police. Et donc, c'est l'histoire de ces grèves ouvrières déclenchées pour un Polonais
dont aucun des ouvriers en question n'avait jamais entendu parler, mais qui devenait un symbole à leurs yeux de leur propre fidélité à ce qu'était la France pour eux, c'est-à-dire la France de la Déclaration des droits de l'homme, la France de la Révolution. Et donc, bloquer l'expulsion d'un étranger que je ne connais pas devient pour moi, qui suis tout sauf un bobo, puisque à ce moment-là, je suis un ouvrier des filatures du Pas-de-Calais, devient pour moi un élément essentiel de mon identité, justement, puisque c'est le grand mot de l'époque. Il y a un autre événement important, enfin, qui est assez singulier, assez original dans votre propos, c'est l'évocation du roman de Renard, qui est une sorte de fable, d'allégorie, qui pour vous dit beaucoup de choses précisément de cette France-là. Comment vous avez eu l'idée de revenir sur ce texte, un peu à la fois très folklorique, très connu, et un peu oublié, en tout cas souvent un petit peu mal interprété d'une certaine manière, comme si on n'en percevait pas la force subversive. Oui, en fait, tout part toujours de l'actualité. Et aujourd'hui, il y a une forme de réticence extrême à admettre qu'une identité puisse être troublée ou équivoque ou multiple. Et je me suis dit, mais quand aujourd'hui on rejette notre identité comme étant équivoque et multiple, on se réfère donc à un âge d'or, à un âge où l'identité, elle, était claire, où elle n'était pas multiple, où elle n'était pas équivoque. Donc j'ai poussé aussi loin que possible, et donc je me suis retrouvé au Moyen-Âge pour retrouver cette identité. À quel moment a-t-elle été claire ? Et ce que j'ai découvert, c'est que le principal texte du Moyen-Âge, le texte qui a eu le plus de succès au Moyen-Âge, qui a été le plus partagé, le plus écouté, le plus lu durant le Moyen-Âge, et le premier texte, en fait, qui façonne un imaginaire français, qui façonne une conscience française, eh bien, c'était le roman de Renard. Et que comme texte unifiant notre culture, notre pays, eh bien, les Français ont choisi les aventures d'un voleur de poules dont précisément la caractéristique première est d'avoir une identité trouble, une identité multiple. Et c'était un tel succès, le roman de Renard, à l'époque, que l'Église, dans ses règlements intérieurs, interdisait aux moines de remplacer les images de la Vierge ou du Christ par les images de ce voleur de poules, ce qui veut dire qu'il le faisait. Et qu'est-ce que nous raconte le roman de Renard ? C'est les aventures donc, d'un animal qui n'est ni un chien, ni un loup, ni un animal de la culture, ni un animal de la nature. Il n'appartient pas à la cour et il n'appartient pas non plus à la forêt. Il est de nulle part, de partout en même temps. Et c'est précisément cette liberté qu'il a par rapport à tous les autres animaux qui sont, eux, dans leur identité figée et fixe et éternelle. Eh bien, c'est cette liberté qui lui permet de devenir le héros de la France. Or, ce que j'ai essayé de faire ensuite, c'est retrouver toutes les traces de renard dans notre culture, jusqu'à nos jours, qui font que si la France, à un moment, a pu rayonner, si elle a pu parler à tous les autres, c'est d'abord parce qu'elle a accepté que son identité n'était pas simple, et elle n'était pas figée pour l'éternité. Et que dans le jeu, il y avait déjà l'autre, la possibilité même de l'autre, et la possibilité du changement. Et que si jamais on exige de quelqu'un qu'un individu à 5 ans ressemble à ce qu'il est à 50, on le prendra pour un fou. Or, c'est exactement ce qu'on exige aujourd'hui quand on écoute Zemmour, De Villiers, Buisson et les autres, du peuple français. Comme si chaque changement était une mort. En réalité, ce qui a fait la force de la France, c'est précisément d'avoir accepté d'emblée que son identité pouvait changer, qu'elle pouvait être trouble, qu'elle pouvait être multiple, et que donc le trouble, c'était pas forcément un symbole de mort, mais ça pouvait aussi être un symbole de vie. D'accord. Pour finir, peut-être, pour revenir à notre actualité, comment vous percevez la manière dont se déploie le débat public, notamment à la campagne électorale, notamment à gauche ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette France à laquelle vous êtes attaché, que vous défendez, pourrait de cette manière être un peu à nouveau réappropriée, revisitée, reconquise à gauche aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez que c'est aujourd'hui un horizon possible ? Est-ce qu'en gros vous êtes un peu optimiste sur cet enjeu-là, ou est-ce que vous avez l'impression que la mélancolie de la gauche la poursuit ? Alors paradoxalement, je suis plus optimiste maintenant qu'il y a un an, Ouais. alors même qu'on se rapproche en gros du gouffre. C'est-à-dire que jamais la possibilité d'une élection du Front National n'a été aussi forte, d'une Marine Le Pen. Jamais on a été aussi proche de basculer dans ce Trumpisme qui gagne absolument tout l'Occident. Et pourtant, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu à gauche, qu'on avait cédé trop de terrain sur ces questions culturelles et ces questions d'identité. Et qu'à un moment donné, il fallait assumer une vision qui était diamétralement opposée à celle des Zemmour, des Buisson, des Le Pen et des autres. Pendant longtemps, il y a eu une forme de démission culturelle, d'abandon de poste, où mot après mot, principe après principe, on a laissé en fait
bien, les réactionnaires dominaient le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de sursaut qui peut ne pas se traduire encore extrêmement clairement politiquement, mais qui est là, qui est là dans la société française, qui est là aussi chez certains politiques. Et c'est pour ça que je pense peut-être un peu tard pour cette élection, mais que dans l'avenir, ça fonctionnera. Et pour cette élection, on peut juste croiser les doigts et espérer que le pire n'adviendra pas, quoi. Parfait, merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes. Merci. Merci.